Hello, hello, bonjour à toutes et à tous qui regardez cette vidéo. Bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder un sujet passionnant qui nous intéresse tous quand on veut démarrer une activité indépendante. Alors, si vous ne me connaissez pas, si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Je suis Amélie Leguet, je suis coach pour thérapeutes et praticiens et aussi coach en reconversion professionnelle. Et alors, j'aime la compta. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir justement Charlène de J'aime la compta qui est en ligne. Charlène, il faut juste que j'arrive à... Hop, voilà. Je vois ta demande. Ça marche plus ou moins bien. Accepté. Super. Voilà, donc Charlène va nous rejoindre. J'ai proposé en fait à Charlène de participer à ce live pour répondre à toutes vos questions. Hello, hello Charlène. Bonjour. Hello. Ah, c'est bon, on t'entend super. Alors, pour ceux qui êtes présents, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si tout est OK pour vous, puisque l'essentiel, c'est que vous ayez tout ce qu'on a à partager de façon claire. Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Donc, comme j'étais en train d'expliquer, moi je suis coach en reconversion professionnelle et aussi j'accompagne les indépendants du bien-être à créer leur activité et à la développer. Et parmi des sujets qui sont bien sûr régulièrement évoqués et qui nous concernent tous, eh bien, il y a celui de choisir son statut quand on devient indépendant, que ce soit à temps partiel ou à temps plein, qu'on soit en création ou qu'on ait un revenu récurrent avec son activité. Ce qu'on va vous partager aujourd'hui, ça va tous vous concerner parce que soit on se pose des questions à la création, soit on se pose des questions une fois qu'on a créé son activité, et puis on se dit à quel moment il faut que j'en change. Et c'est pour ça que Charlène est avec nous aujourd'hui. Coucou Charlène. Oui, exactement. On va Coucou. des là qui sont un peu floues parfois. Oui, exactement. Alors, du coup, Charlène, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais juste nous dire rapidement ce qui fait que tu vas nous parler de ce sujet aujourd'hui? Ouais. Alors en fait, bon, moi je suis expert comptable depuis un peu plus de 10 ans et j'accompagne des entrepreneurs depuis 10 ans qui se posent des questions tout le temps et qui me posent des questions sur comment je fais pour gagner un peu plus d'argent, comment je fais pour payer moins d'impôts. Mais en fait, je me rends compte souvent que cette première question qui est quand même la plus importante, c'est-à-dire de quelle va être la forme sociétale que je vais choisir, elle est rarement évoquée. Et en fait, pour moi, c'est la première vraie question entrepreneuriale, en fait, de l'aventure entrepreneuriale. Et je trouve ça dommage soit de ne pas se poser la question, soit de faire un peu comme les petits copains font, quand on monte une activité et de ne pas avoir voilà, un vrai conseil là-dessus. Donc, Hmm. c'est pour ça que enfin, on a convenu de discuter de ce sujet parce que c'est vrai que c'est dommage voilà, c'est dommage de pas, de pas- Ah ouais, alors, sachant que moi, en tout cas, quand je me suis installée à ma première reconversion, parce que je suis devenue praticienne en harmonisation énergétique, je me suis posé la question, c'était un peu ma bête noire. Et ce qu'on verra aujourd'hui, c'est que parfois on se pose ça sous l'angle administratif. On a l'impression que c'est le plus gros dossier, l'administratif, mais en fait, ça vient toucher tous les aspects de l'entreprise, de sa vie et aussi des aspects financiers, tout simplement. Donc, c'est des choses qu'on va évoquer. On va vous parler d'abord enfin en tout cas Charlène, moi je poserai des questions et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez idéalement les garder pour la fin pour que j'ai pas à remonter tout le fil pour retrouver vos questions. Sinon, posez-les au fil de l'eau, puis on fera avec. Mais en tout cas, on va répondre à toutes les questions qui nous seront posées. On va d'abord évoquer donc les différents types de statuts qui existent dans les grandes lignes. Quels sont les avantages et les inconvénients des uns et des autres? Exactement. Bien sûr, en faisant un focus sur les métiers, les indépendants du bien-être ou dans des métiers passion, hein, parce qu'on a une façon d'aborder les choses qui est peut-être un peu différente de certains autres indépendants. On verra aussi des aspects coûts, coûts à la création, coûts. Est-ce que Charlène, tu es toujours là? J'ai l'impression que ça bug. Les coûts à la création, les coûts de fonctionnement, c'est-à-dire le coût dans le temps, hein, en fonction des différents statuts. Charlène a prévu normalement d'évoquer des cas pratiques, deux types de situations qu'on évoquera.
Et puis aussi, les erreurs. Ah, ça y est, Charlène, je crois que je suis en train de te retrouver. J'espère en tout cas. Et puis aussi, les erreurs à éviter. Les erreurs les plus courantes à éviter. Alors, Charlène, c'est super, tu es en train de sourire, mais l'image est figée. Alors, est-ce que tu m'entends, Charlène? En tout cas, je vois qu'on a plein de monde qui nous rejoint. Charlène, c'est là? T'es bon, t'es là? Je t'ai retrouvé. Tu m'entends? Désolée pour les petits problèmes techniques. Je pense qu'il y a un petit souci du côté de Charlène au niveau du débit Internet ou du réseau. Alors, je vais demander. Bon, j'ai réaccepté Charlène. Normalement, elle nous rejoint là. Si son réseau veut bien. Donc, Charlène s'est déconnectée. Je pense qu'elle va se reconnecter. Les aléas du direct. Ça, il y a toujours des surprises. Voilà. Ça y est. Désolée, je me suis déplacée. Pas de souci. On t'a retrouvé. Alors, donc, j'ai présenté le menu du jour qu'on avait évoqué dans les grandes lignes ensemble. Est-ce que ça te dit de commencer par nous expliquer les différents types de statuts qui existent? Déjà, pour qu'on ait un ordre d'idée générale et puis ce que ça recouvre. Très bien. Alors, l'idée ici, c'est de présenter les 4 grandes structures qu'on peut choisir quand on fait un métier passion ou un métier dans le bien-être. Déjà, il y a la possibilité d'opter pour une micro-entreprise. Alors, je vais rentrer dans le vif tout de suite, comme ça on sait à quoi s'en tenir. En fait, la micro-entreprise, clairement, elle a été créée pour permettre aux entrepreneurs d'avoir un complément de revenus. Donc, en fait, c'est un statut qui est ultra simple et très peu coûteux à la création. Donc, vraiment, en un clic, on peut créer cette entreprise. Ouais. Le principe de la micro-entreprise, c'est que le calcul des cotisations sociales, de ce que vous allez payer aux différents organismes, il se fait par rapport au chiffre d'affaires. Donc, en fonction du chiffre d'affaires déclaré, on va avoir un appel de cotisation en fonction de l'activité aussi, qui va être un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que dans le cas de la micro-entreprise, toutes les charges que vous avez au quotidien, elles ne vont pas être prises en compte. Donc, il y a un côté positif, il y a un avantage dans ce statut parce que c'est vraiment très 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 simple d'utilisation, très simple de création. Enfin, c'est vraiment facile. Il y a besoin de rien à part de suivre ses recettes. En revanche, toutes nos charges au réel ne sont pas déduites. Ouais. Alors c'est vrai que c'est le statut largement privilégié, hein. Je pense que 90-95% d'entre nous choisissons ce statut parce que comme tu le dis, en fait, ça a vraiment été créé pour des personnes qui veulent éventuellement créer une nouvelle activité ou une activité complémentaire. Donc c'est le statut privilégié quand on est déjà salarié ou qu'on a des indemnités Pôle emploi, le temps de se reconvertir, etc. De voir aussi, de se tester en fait. En revanche, comme tu l'évoques, pas de possibilité Non. En fait, de déduire des frais. En fait, ce qui va se passer, c'est que à la fin de l'année, on va indiquer sur notre impôt sur le revenu le montant de ce qu'on a, enfin, l'activité qu'on a fait, et il va y avoir un abattement sur ce montant indiqué qui va donner le montant imposable au niveau de l'impôt sur le revenu. Donc, c'est en ça où c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on a voilà, toutes les charges. Si vous achetez des produits qui vous servent, on ne les prendra pas au réel. Ce sera vraiment enfin, inclus dans l'abattement qui est fait au niveau de l'impôt. Le point qui est important et à rappeler, c'est que, comme on le disait, c'est que c'est une activité, c'est pour les gens qui sont en création d'activité. Donc, en fait, il faut bien surveiller les seuils, parce qu'il y a des seuils au-delà desquels, si on les dépasse, voilà, on change de statut automatiquement. Et idem pour la TVA, parce que par principe, quand on est en micro-entreprise, on est en franchise TVA, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de TVA, mais dès lors qu'on dépasse certains seuils, et même si en étant en micro-entreprise, on peut être soumis à TVA. Seuil de chiffre d'affaires.
Oui, ça définit. Est-ce que tu peux donner un ordre d'idée alors du seuil de chiffre d'affaires pour Euh, les micro-entrepreneurs? et, quand c'est de la prestation de service, c'est entre 34 et 36 000 euros pour de passage en TVA. Et quand c'est de la marchandise, on est plus sur de l'ordre de 70, je crois, mais je peux regarder exact. Là, Enfin, on est plus sur les services, donc ouais, ok. Donc, il y a exactement. cette vigilance à avoir. On va pas rentrer dans tous les détails, hein, parce que vous pouvez avoir plein de tous les détails partout sur Internet. Et puis, au besoin, vous pouvez prendre un conseil personnalisé, du coup, avec Charlène. Mais l'idée, c'est bien de se rappeler il y a une vigilance à avoir. C'est le plus simple à mettre en œuvre, le moins coûteux, on le verra. Mais il y a une vigilance à avoir par rapport à votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire que si on va passer un certain seuil, ben là, on va vous appliquer la TVA. Je sais plus combien de pourcents c'est en France. C'est 20%, non? 22? Là, c'est 1%. C'est 20%. Voilà. Et donc, et ça peut arriver très vite. Donc, certains d'ailleurs sont très attentifs, et ça, c'est un des enjeux, hein, quand on est micro-entrepreneur, notamment, d'arriver à surveiller ce seuil. Je vous souhaite tous de l'atteindre, si c'est pas déjà fait, pour ensuite opter pour un autre statut, éventuellement. Ceci étant, certains d'entre vous vont décider de ne pas dépasser ce niveau d'activité pour ne pas avoir à changer de statut, travailler plus pour compenser la TVA, etc. Dernièrement, d'ailleurs, je parlais avec une personne qui fait de la sophrologie et elle me disait que effectivement, elle voulait pas atteindre ce seuil parce que pour elle, c'était compliqué. Parce que vis-à-vis d'un client, en fait, quand on facture 100 euros de l'heure hors taxe, si on applique de la TVA, ben, on passe tout de suite à 120 euros. Donc, en termes de prix pour le client, c'est pas la même chose, quoi. Donc, il faut, voilà, c'est Ouais. vraiment un point de vie à surveiller. Ouais, c'est pour ça qu'on conseille en général. Beaucoup de praticiens, de thérapeutes sont tentés de commencer à des tarifs très bas. Mm. Derrière tout ça, il y a beaucoup de choses, beaucoup de croyances, beaucoup de peurs, le syndrome de l'imposteur, etc. Il y a une certaine humilité aussi. Mais on vous conseille de ne pas démarrer trop bas, tout simplement, parce que sinon, à un moment donné, quand vous dépasserez ce seuil, bah, ça va être compliqué d'appliquer 20% en plus aux clients. Donc, c'est quelque chose qui s'anticipe. Exactement. C'est ça. Voilà. Alors, Donc ça, c'est pour la micro-entreprise. Le statut du dirigeant, c'est un statut donc de travailleur non salarié. Ça, je l'ai pas dit tout à l'heure. Donc voilà, on est rattaché à l'URSSAF et aux différentes. La deuxième typologie d'entreprise quand on fait des métiers bien-être et des passions, ça va être d'opter pour une entreprise individuelle. Donc on peut être en entreprise individuelle, en micro-entreprise, mais avoir vraiment une structure dédiée pour son activité. Et là, c'est-à-dire. alors, Mm. c'est-à-dire qu'on va avoir une vraie entreprise qui a une forme très souple. C'est-à-dire que la création, pareil, se fait assez facilement et il n'y a pas besoin d'avoir de capital social et il y a pas besoin, enfin, il y aura pas d'associé en fait parce qu'on est seul responsable de son activité. Sauf que là, on a quand même des obligations en termes de compta, en termes de suivi, de gestion qui sont quand même beaucoup plus importantes. Mhm. Et à la fin, l'imposition, donc la différence entre le chiffre d'affaires moins les charges. Donc là, pour le coup, les charges sont calculées au réel. Donc on peut déduire toutes les charges qu'on a dans notre activité. Et le bénéfice sera imposé au niveau du revenu de l'entrepreneur. D'accord, uniquement le bénéfice. Alors, juste une petite question. Est-ce que tu as des oreillettes sans fil ou quelque chose? Parce que ça coupe par moment. Ah, ça. C'est Eh peut-être parce ben, que le téléphone est posé sur quelque chose, non? peut-être. Alors attends, je vais le mettre. Ah ouais, je pense que c'est ça. Ah, moi, je conseille d'investir dans une perche. Ça, Ah ouais. ah bah, c'est la révolution. Moi, c'est ce que j'ai. Comme Euh, ça, tu vois, j'ai rien à tenir et le son, il sort bien et c'est nickel. voilà. J'en suis C'est ça. trop au balbutiement pour l'instant d'Instagram pour avoir investi Je te là-dedans, mais conseillerais alors. Alors, donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que ça peut être le statut qu'on prend dès le départ ou vers lequel on opte, à partir du ouais, moment notamment où on a beaucoup de charges. Par exemple, un local à payer ou beaucoup de frais de déplacement, exactement. du frais de matériel. C'est ça? En fait, dès lors que tes charges, finalement, elles vont être supérieures à l'abattement que tu pourrais avoir si tu étais en micro-entreprise, bah forcément, là, il y a quelque chose à faire. Parce qu'effectivement, des locaux, tu disais, je sais pas, tu utilises ta voiture, enfin, il y a des choses qui peuvent entrer en ligne de compte et vraiment, pour le coup, avoir un impact réel sur le bénéfice final. Ouais. Mm, mm. Ok. Est-ce qu'on passera au coût de création et de fonctionnement après?
Ouais, après, Ok, ouais. Comme ça, d'accord. je referai chaque, si ça te va. Ok. 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 Euh, Ensuite, on a la possibilité de créer donc une société commerciale qui va être une URL, SARL si on a des associés, ou une SAS ou U ou une SAS quand on a des associés. Alors, on va prendre le cas de l'EURL. Donc, C'est l'EURL, quoi? c'est donc une entreprise à responsabilité limitée. Donc, en fait, c'est une société commerciale ou qui va être beaucoup plus normée que l'entreprise individuelle et avec des problématiques comptables et fiscales qui sont différentes. Le URL, c'est une société, donc on doit avoir des statuts qui sont normés eux aussi. On doit avoir un capital. Alors, il n'y a plus besoin d'avoir un capital minimal. Avant, c'était, je crois, 7 500 euros, mais maintenant, c'est terminé. Et en fait, on a des obligations comptables plus lourdes avec vraiment une différence entre, pour le coup, entre le perso et le pro. Autant dans l'entreprise individuelle, tout à l'heure, on prenait le bénéfice et on le mettait sur son impôt sur le revenu. Autant là, on a une activité professionnelle avec du chiffre d'affaires, des charges qui sont déduites au réel, un bénéfice qui est soumis à impôt sur les sociétés, et après, on a sur son impôt sur le revenu les sommes qu'on a perçues en rémunération dans le cadre de son entreprise. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une opacité entre l'activité pro et le perso. D'accord. Et dans quel cas alors c'est à conseiller cette option-là? Là encore, c'est bon. C'est évidemment si on a des charges plus importantes enfin, que en micro. C'est les cas où on a besoin d'avoir une. Alors, le statut de URL et SARL est souvent mieux perçu par des tiers. Donc, c'est vrai que. Enfin, après, il suffit de juste de tomber sur la bonne personne qui va comprendre que l'entreprise individuelle, c'est un statut qui est aussi tout aussi bon. Mais c'est un intérêt quand on veut vraiment avoir une différenciation entre son activité pro et son perso. Par exemple, quand on veut préserver sa famille, Exactement. son patrimoine, etc., Exactement. sécuriser ça d'un côté, l'activité, Exactement. donc c'est complètement dissocié, c'est ça? Exactement. Ok. Exactement. Dans ce cas-là, si on est en EURL, l'associé principal va être ce qu'on appelle le gérant de l'entreprise. Donc, il est responsable, mais juste limité à ses apports. C'est-à-dire qu'en fait, s'il a apporté 1000 euros en capital, sauf évidemment s'il fait une grosse erreur de gestion, à ce moment-là, bon, bah, on peut venir le chercher, mais on n'en est pas là. Enfin, je pense que ça devrait le faire. Hmm. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Très important. Donc, gérant travailleur non salarié. D'accord? Donc là, et ça va être la grosse différence avec la SAS dont on va parler juste après. Quand on est gérant, donc travailleur non salarié, on est rattaché à l'URSSAF. On a donc des cotisations qui sont appelées avec un certain délai, parce qu'en fait, on prend de la rémunération, c'est assez flexible, mais on déclare à l'URSSAF les sommes qu'on a perçues. Et donc l'URSSAF, un an après, fait le calcul des cotisations et le rattrapage. L'autre point qui est important, ouais, vas-y, pose ta question. Important. Important, Un, parce qu'on un connaît très quelqu'un en important. commun qui a eu des soucis avec Tout ça. à fait, tout Ouais. à fait. Hmm. C'est le côté, en fait, le URL ou la SARL, c'est c'est un statut d'entreprise qui est top, en fait, qui permet d'avoir vraiment de la flexibilité, parce qu'en fait, c'est vraiment en fonction du chiffre d'affaires qu'on fait, on peut se dire, bah voilà, ce mois-ci, me prends 500, ce mois-ci, je prends 1000 euros, etc. Mais, par contre, il faut bien avoir en tête que le calcul des cotisations se fait avec du décalage. Donc, quand on a une activité qui débute, il faut bien se mettre en tête qu'il faut mettre 45 ou 50% de côté pour le jour où ça va arriver. Donc, si je démarre dans ce cadre-là mon activité au 1er janvier, je donne un exemple. Le calcul se fera un peu comme les impôts sur le revenu classique, donc c'est Exactement. l'année, enfin à l'ancienne, c'est l'année d'après. Ça veut dire qu'on peut avoir un rattrapage à faire, ou en tout cas si on n'a pas anticipé. Voilà, donc ça c'est Exactement. d'où la nécessité, en tout cas il me semble, d'ailleurs c'est peut-être une obligation, d'avoir un comptable ou un expert comptable. Oui, c'est le cas. Alors, en fait, tu as la possibilité, quand tu crées une société commerciale, de faire ta compta, enfin que l'entreprise fasse sa comptabilité. Donc, tu peux, si tu te dis, bah voilà, moi je fais ma compta, je vais déclarer ma liasse fiscale à la fin de l'année, parce qu'on a quand même une obligation fiscale et comptable à transmettre à l'administration. Mhm. Mais moi, je recommande, après c'est mon métier, donc c'est normal, je recommande vivement, parce que vraiment, pour le coup, chacun son métier, et c'est quand même un atout d'avoir quelqu'un dans son équipe, entre guillemets, un expert comptable dans son équipe qui va faire, ok, les aspects techniques, fiscales, etc., mais qui va aussi pouvoir t'aider dans la projection de ces charges qui vont être appelées.
exact. Ok. Ouais. Intéressant aussi ce que tu nous partages. C'est un autre point hein, sur lequel on avait échangé ensemble aussi. C'est vrai que même si dans nos métiers, on a souvent peu, peu d'amour avec tout ce qui est financier, argent, etc. On n'est pas, c'est pas, pour la plupart, les sujets sur lesquels on est plus à l'aise, c'est quand même important d'y penser. C'est pour ça qu'on préconise aussi de faire un budget prévisionnel, c'est-à-dire avant de s'installer, on fait des projections. Ça permet de générer un certain réalisme, de savoir à peu près se positionner, d'anticiper, aussi au niveau mindset, hein, de se projeter sur certains objectifs, et c'est ce qui va permettre d'avancer. Sinon, on navigue à vue et on a plus de chances, on va le dire concrètement, de se planter. Donc, Clairement. un comptable aide aussi à faire un budget prévisionnel avant le démarrage de l'activité et puis une fois qu'on est en activité, le suivi comptable, etc. Donc ça, c'est super important. C'est vrai que le budget, tu vois, tu en parlais, souvent on pense qu'on a besoin d'avoir un business plan ou un budget pour aller demander un financement à la banque. Mais en fait, ça sert pas qu'à ça, en fait. Ça sert vraiment à se challenger, voir la réalité des choses, et puis être capable de savoir à quel moment sortir sa trésor et pourquoi ça va nous être demandé. Et ça, effectivement, soit on a la connaissance et on l'a fait, et bon, bah, très bien, si la personne sait le faire. L'expert comptable, il peut aider dans la création de l'outil, du budget, mais aussi dans le challenge, en fait. Enfin, moi, ça m'arrive souvent d'avoir des clients qui ont déjà un budget, qui se posent des questions, et je vais juste, en fait, en une discussion d'une heure, je vais challenger la personne, et elle va me dire, ah oui, ça c'est vrai, j'y avais pas pensé. Et en fait, ça permet de documenter voilà, de donner un peu plus de corps, souvent Et puis au rôle d'entrepreneur, hein, parce que Ouais. les métiers passion, c'est super et on fait ça avec le cœur, mais il y a aussi la partie entrepreneuriale, c'est-à-dire que c'est bien de créer une activité qui nous passionne, mais l'objectif, la plupart du temps, c'est quand même qu'elle soit pérenne et rentable. D'où l'intérêt de se faire accompagner par des professionnels, que ce soit en coaching, moi c'est sur d'autres sujets que toi, c'est plus lié à l'identité, au positionnement, à la confiance en soi, etc. Ou toi sur la partie budget prévisionnel, donc anticipation des choses, hein, dans la matière, on va dire, et suivi comptable. D'ailleurs, si ça Exactement. vous intéresse, si ça vous intéresse, dites-nous en commentaire si un atelier sur comment créer son budget prévisionnel, ça peut vous intéresser, parce que c'est une idée à laquelle on a pensé ça paraît pas forcément sexy comme ça, mais justement, c'est en étant accompagné lors d'un atelier que ça pourrait vous être utile et vous permettre de vous projeter avec vos propres tableaux. Donc, si ça vous intéresse, que vous soyez encore une fois là en création ou déjà en activité, on se fera un plaisir d'organiser ça. Alors, par rapport On aux revient à nos moutons. par rapport aux différents statuts, est-ce qu'il y en a un autre? Moi, j'entends souvent des thérapeutes se demander, tiens, est-ce que je vais me mettre en association parce que d'autres personnes leur demandent de se mettre en association? Qu'est-ce Ouais. que c'est que cette histoire-là et est-ce que ça peut se cumuler avec le statut de micro-entrepreneur? Donc là, on parle du cas où tu as un thérapeute qui souhaite s'associer donc avec un de ses collègues. Quand tu es en micro-entreprise ou en entreprise individuelle, tu pourras pas le faire. En revanche, quand tu es en EURL ou SASU, dont on n'en a pas parlé, on va parler juste après, et que tu souhaites donc être associé avec quelqu'un, tu peux effectivement créer une SARL ou une SAS. Une SAS. Mhm. Donc ça, c'est possible. Après, l'association, c'est particulier aussi. Faut pas l'oublier. On pourrait même faire un atelier là-dessus si tu veux un jour, parce que voilà, l'expérience parle en tout cas de Mhm. mon côté. Donc, euh, être associé, c'est particulier. Ça demande une vraie osmose avec la personne avec qui on travaille. Pour éviter les frustrations de chaque côté, ça c'est très important, mais ça Mhm. c'est plus ton domaine, j'ai envie de dire. Et après, les sociétés commerciales, donc la SARL ou la SAS, permettent quand même, enfin voilà, c'est des choses qui sont par principe, à la base, je pense que la création de la SARL était faite pour voilà, créer des sociétés avec des associés. Donc c'est assez normé pour que les gens s'y retrouvent enfin, et qu'il y ait une bonne coordination entre les associés. Là aussi, n'hésitez pas si vous avez des questions. Yes. On en profitera pour y répondre. Est-ce que tu vois d'autres choses par rapport aux différents statuts dans les grandes lignes là à Ouais, aborder? on n'a pas parlé de la SAS qui est quand même importante. Donc la SAS, c'est une autre forme de société par action simplifiée, qui peut être fait donc en solo. Donc on appellera ça la SASU, SAS unipersonnel.
un point qui est très important, autant dans la SARL ou dans le URL dont on parlait tout à l'heure, il y a une certaine flexibilité, on prend du cash et on déclare à l'URSSAF, autant là, quand on est en SAS et qu'on est le dirigeant de la société, on est ce qu'on appelle président. Président de la SAS, ça veut dire que on a un statut non pas de travailleur non salarié, comme on l'évoquait tout à l'heure, et donc on n'est pas rattaché à l'URSSAF, aux caisses l'URSSAF. Là, on est assimilé salarié. Donc, assimilé salarié, ça veut dire que on va décider, enfin, l'entreprise va décider, enfin, on va décider, parce que c'est notre entreprise, de se payer, je sais pas, 500 € par mois. On va avoir tous les mois un bulletin de paye parce qu'on est assimilé salarié. Donc, c'est exactement comme si on était salarié d'une entreprise. Là, on est salarié de la nôtre. La seule différence avec quand on est salarié d'une autre entreprise, c'est que, on va cotiser pour on va pas cotiser pour le Pôle emploi. Donc, quand tu es en SAS, président de la SAS, et que tu souhaites te rémunérer, il y a une certaine rigidité. Donc, tu dois te faire un bulletin de paye. En termes de coûts, c'est un peu plus cher parce que tu as des cotisations comme si tu étais un salarié, sauf que tu ne cotises pas pour le Pôle emploi. Et ça, c'est la grosse différence. Et ça peut être vraiment, enfin, pour moi, en tout cas, qui ait besoin de structure, de savoir où je vais, etc., ça peut être une option. Effectivement, le coût est un peu plus important, mais au moins, tu sais que tous les trimestres, tu payes tes cotisations, tu sais ce qui va être appelé, tu sais exactement quelles sont les sommes que tu vas devoir débourser. Donc ça peut avoir un intérêt. Mais c'est plus rigide. Forcément, on ne peut pas tout avoir. Alors, tu abordes un point important, c'est Pôle emploi, parce que de nombreux praticiens, thérapeutes, indépendants se lancent en ayant les indemnités Pôle emploi. Quand on a les indemnités Pôle emploi, quel statut tu recommandes? Alors là encore, on est sur des généralités. Chaque cas mérite d'être étudié. Mais dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu recommandes? En fait, le principe, c'est que quand on perçoit des allocations Pôle emploi, donc on perçoit l'ARE, le principe, c'est que on n'est pas censé se rémunérer par ailleurs. Donc, on peut opter pour la SAS, puisqu'il n'y aura pas de cotisation sociale, puisqu'on ne se rémunère pas. On peut opter pour le URL, parce que pareil, à part la première année où il y a des cotisations forfaitaires, tant que tu ne te rémunères pas, tu n'as pas de cotisation sociale. Tu peux opter aussi pour la micro. La seule difficulté avec la micro, c'est que forcément, si tu as une activité, c'est ce que je souhaite aux gens qui nous écoutent, mais si tu as une activité professionnelle et que ton chiffre d'affaires se développe, bah forcément, en fait, le Pôle emploi va en avoir connaissance et va déduire indirectement, bien sûr, pour rentrer dans le calcul, mais une partie de tes indemnités chômage par rapport à ce que tu gagnes par ailleurs. Donc alors après, les métiers bien-être, c'est particulier, mais de manière générale, quand on a une société, des gens qui veulent créer une société et qui ne veulent pas se rémunérer au début, moi, je préconise plutôt la SARL ou la SAS parce qu'il n'y a pas de cotisation. Maintenant, pour les métiers bien-être, on sait combien c'est difficile de faire sa place et de se développer. Donc, la micro-entreprise reste quand même un atout. Alors, est-ce que ça serait juste de dire que quand on a une activité par ailleurs, non, quand on touche des allocations Pôle emploi, mais que ça nous suffit pour vivre, à ce moment-là, ça serait plus intéressant d'opter pour la SAS, par exemple, et de se rémunérer une fois qu'on n'a plus d'indemnité. On peut tout toucher d'un coup. Et en attendant... C'est exactement ça. En fait, moi, c'est ce que je préconise, c'est que quand on a une allocation Pôle emploi et que tu peux ne pas te rémunérer, tu optes pour la SAS, tu n'as pas de cotisation sociale tant que tu ne te rémunères pas. Et au moins, c'est clair. Après, c'est-à-dire que le jour où tu souhaites te rémunérer, tu rentres dans le cadre où c'est un peu plus rigide et il y a des cotisations, mais bon, ça, c'est normal, quoi. Ouais. Donc, on n'a pas intérêt à tout toucher d'un coup, sinon on se retrouve à payer des impôts de dingue d'un coup. Ah bah, ça pareil, il faut en pas tout faire cas, ses calculs dans son coin. Il faut se faire aider parce que nous, on fait ça toute la journée. Donc, on peut aider. En tout cas, Donc, en tout cas, intéressant de se dire, attention, si j'ai suffisamment avec mon Pôle emploi, par ailleurs, etc., ça vaut le coup d'attendre, de mettre l'argent, on va dire, de côté dans l'entreprise, quel que soit le format, et de se rémunérer ensuite. Et à partir de là, on touchera les indemnités. Exactement. Mais en attendant, c'est bête à dire, mais le système est ainsi fait. On a tendance à vouloir en profiter. Si on a des indemnités, après, moi,
moi, je préconise, si tu as assez pour te rémunérer et que tu n'as plus besoin du Pôle emploi, tu te désinscris. C'est quand même, c'est quand même la norme. Mais en fait, personne ne fait ça. Donc, Dans la réalité, personne ne le fait, voilà. et c'est terrible, mais effectivement, voilà, c'est comme ça. On va pas juger ça, mais oui, oui, Ah je non, suis non, bien d'accord sûr, avec bien toi sûr, sur le principe. Je suis bien d'accord avec sûr. toi sur le principe. Mais en tout cas, ok. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter? Sur les structures d'entreprise, non, c'est les quatre grands principes. On peut peut-être parler des coûts dont Oui, qu'on important. souhaitait évoquer. Très Important. clairement, clairement, ça, on a du mal à estimer combien à la Ouais. création, combien sur la durée. Ouais. Alors, quand on crée une micro-entreprise, bon, clairement, le coût, il est zéro. C'est-à-dire qu'il y a des sites qui sont très bien faits. Enfin, il y a un site qui est très bien fait. Tu vas, tu t'inscris et en un clic, tu es micro-entrepreneur. En entreprise individuelle, c'est un petit peu plus normé, on va dire. Mais pareil, c'est assez facile. Il suffit de se rapprocher de sa chambre de commerce ou qui est dans aux alentours de notre société. Quand on crée une SAL ou une SARL, c'est un petit peu plus technique et un petit peu plus coûteux. Donc, on a la possibilité de faire appel à un conseil pour créer les statuts, etc. Ou pas, parce qu'on peut trouver des modèles. Maintenant, le coût en soi, il va falloir faire une annonce légale. Donc ça coûte environ entre 100 et 200 euros. Ça dépend beaucoup de l'objet social. Ouais. Et après, il va y avoir une centaine d'euros de frais de greffe. Donc en Hmm. fait, quand tu crées une structure commerciale, tu as à peu près entre 200 et 400 euros de frais incompressibles. Et après, tu peux À la faire appel à un création. conseil qui va t'aider dans la rédaction des statuts, dans toute la documentation liée à la création. Oui, parce qu'il y a ça à ajouter, sauf à ce qu'on soit super à l'aise et qu'on le fasse soi-même. Oui, tout à Mais fait. pour que ça soit bien fait, j'aurais tendance à recommander un professionnel. Ben, j'ai tendance aussi à le faire, mais après, forcément, c'est pas, voilà, je prêche pour ma C'est paroisse. du bon sens. C'est du bon sens. Euh, alors, par rapport à ça, avant de passer au coût de fonctionnement, je vois la question de Stella Reflexo. Hello Stella. Alors, bonjour. Du coup, si on n'a plus d'indemnité Pôle emploi et que l'on doit se rémunérer et qu'on est en lancement d'entreprise, quel statut privilégier? Ben, tout va dépendre, Stella, de vos perspectives. Parce qu'en fait, si dans vos perspectives, et donc là, on revient sur le budget, si vos perspectives vous disent que dès la première année, vous allez tout de suite dépasser les seuils et que voilà, autant directement créer une structure, une SAS ou une SARL. Il n'y a pas de meilleur, en fait, entre les différents statuts, à part la micro où il y a des histoires de seuil, il n'y a pas de meilleur statut. Ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez en fait, de ce que vous avez envie de. Si vous avez envie d'être plus flexible et de, tant pis pour le rattrapage l'année suivante, vous mettrez de côté, ou est-ce que vous avez besoin d'être tenu par la main et de payer tous les mois ou tous les trimestres. Donc moi, j'ai tendance à toujours privilégier la SAS parce que je suis plutôt du genre à être stressée et à vouloir, bon, c'est mon côté comptable, hein, à Cadré? vouloir voilà, être carré, à vouloir savoir ce que je dois payer et ne pas attendre 107 ans. Mais il y a des gens qui vont préférer la SARL parce qu'ils n'ont pas de visibilité, parce que voilà. Maintenant, si dans vos perspectives, vous avez pas forcément, vous n'êtes pas sûr d'atteindre les seuils, optez pour la micro. Hein. Clairement, ça sera plus simple et vous n'avez pas d'obligation comptable. Enfin, c'est plus facile. Sachant qu'il faut préciser que autant avant, quand on se lançait en micro-entreprise, on avait droit à 3 ans, euh, 3 ans de grâce de l'État par rapport aux cotisations. Maintenant, c'est plus qu'une année avec l'ACRE. Ouais. Donc, le plus simple pour se lancer, surtout si on n'est pas à l'aise sur la partie entrepreneuriale. Je pense que c'est différent quand on a une culture entrepreneuriale, je sais pas, par exemple, qu'on a des parents entrepreneurs, un entourage entrepreneur et qu'on peut se faire conseiller. On est peut-être plus à l'aise pour aller sur des statuts un peu plus sophistiqués. Sinon, on se lance en micro-entreprise. Et puis, quitte à quelques mois après, si ça cartonne, changer de statut. Exactement. Exactement. Voilà. C'est l'idée. Après, juste un point, c'est pas parce qu'on est en micro-entreprise et qu'on n'a pas d'obligations fiscales, comptables, etc., qu'il faut pas suivre son activité. J'ai beaucoup de micro-entrepreneurs qui m'appellent en me disant mince, ok, j'ai pas besoin d'expert comptable, mais en fait, je suis perdue, je sais pas je connais pas ma renta, je sais pas gérer ma trésorerie. Donc ça, tout ça, c'est des choses quand même qu'il faut Mm. suivre. Même si vous n'avez pas d'obligation, il faut le suivre. C'est important. Ouais. Exactement, au moins un livre comptable. Et là Ouais. aussi, je suis la première à le dire, quand on n'est pas à l'aise sur un sujet, plutôt que de mettre ça sous le Ouais. tapis et être dans le déni,
Et c'est souvent le cas dans nos métiers, hein, la partie entrepreneuriale, fiscale, etc. C'est pas forcément notre tasse de thé. Ça vaut le coup de se faire aider, soit par quelqu'un qui connaît le sujet, soit par un professionnel. Donc d'investir dans votre entreprise et donc dans votre pérennité aussi, hein, parce que le but c'est que vous teniez sur la durée, et puis de vous sécuriser, hein, parce que ça peut être une charge mentale, un stress de gérer tout ça. Il y a aussi l'aspect facture, comment faire des factures, etc. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus, moi, je vous recommande de vous faire accompagner tout simplement pour vous sécuriser mentalement, émotionnellement, et aussi pour bien faire les choses. Et puis, du coup, pour aussi vous amener cette casquette entrepreneuriale, apprendre à faire. Cette Hein, posture, et ouais. ben oui, cette posture, elle est indispensable. Donc, j'espère qu'on a Complètement. répondu à ta question, Stella. Alors, on était sur les coûts. Euh, Tu as parlé de la coût de la création. Voilà, donc je parlais des co-créations et effectivement, voilà, c'est ça, on a bien parlé. Maintenant, on avait évoqué le sujet des coûts de fonctionnement. Alors, bon, les coûts de fonctionnement, c'est assez clair. C'est vraiment super, c'est là, top. C'est vraiment propre à chaque activité. Donc, si vous avez une activité donc de thérapeute où c'est principalement de la prestation de service et bah, vous avez pas vous faites ça de chez vous, vous faites ça, je sais pas si ça se fait en ligne ou pas, mais vous n'avez pas de coûts, bon bah c'est vite calculé. Maintenant, si vous avez des coûts de fonctionnement type un local, type un forfait internet, un forfait. Donc ça, c'est des choses qu'il faut estimer et qui va vraiment être propre à la personne. Ce qu'il faut juste différencier, c'est les charges fixes versus les charges variables. Ça, c'est important, je pense, de le noter. C'est-à-dire que les charges fixes, c'est des choses, quoi qu'il arrive, que vous fassiez votre chiffre d'affaires ou pas, c'est des charges qui tombent, quoi qu'il arrive. C'est comme quand vous avez un budget perso, quoi qu'il arrive, vous avez votre loyer à payer, votre emprunt, enfin peu importe. Maintenant, vous avez aussi ce qu'on appelle les charges variables. Les charges variables, c'est vraiment les charges qui vont être liées au développement de votre activité. Donc, si par exemple, dans votre métier bien-être, vous faites des massages, je vous donne un exemple tout bête, vous faites des massages, vous avez besoin d'huile pour faire ce massage-là. Vous avez zéro client, donc zéro massage, bon bah ok, vous avez pas besoin d'acheter d'huile. Si demain votre activité explose, vos charges liées à ces huiles que vous allez acheter vont exploser forcément. Donc ça, c'est des choses qui sont à anticiper. Et on parlait du budget tout à l'heure. En fait, les coûts de fonctionnement sont propres à chaque entrepreneur, mais forcément, vous allez avoir un budget à établir et faire la différence entre ces charges fixes et ces charges variables qui vont dépendre de votre chiffre d'affaires anticipé. Mmh, mmh. Et par rapport au statut, est-ce qu'il y a des frais micro-entrepreneur, on sait qu'il y a quasiment pas de frais. Est-ce qu'il y en Pas a de frais. sur les autres, à part Alors, le comptable? ouais, il y a le comptable, tant qu'à faire si on prend un comptable, si on ne le fait pas en interne. Donc il y a les charges sociales, mais ça on en a parlé. Il y a les honoraires, par exemple d'avocat. Peut-être on peut faire appel à un avocat pour, j'en sais rien, regarder les CGV de son site ou ce genre de choses. On peut avoir des frais de documentation, par exemple. Je sais pas, j'imagine que quand on est thérapeute, on se documente et on se forme beaucoup tout le temps. Formation, énormément, Donc oui. les frais de formation, il va y avoir les frais bancaires, par exemple. C'est des frais auxquels on ne pense pas forcément, mais qui Mmh. tombent. Les frais Assurance. l'assurance, il faut prendre une assurance responsabilité professionnelle, très importante. Moi, je vous invite fortement aussi à prendre une prévoyance complémentaire parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer et vous cassez une jambe, vous pouvez plus avoir d'activité, bah, vous êtes bien content d'avoir vu ce live et de vous dire mince, il faut que je prenne une prévoyance. Vous avez aussi les frais de publicité et la publicité, c'est assez large. Ça veut dire qu'en fait, il suffit que vous preniez un abonnement sur un site qui vous référence. Ça, pour le coup, c'est des choses qu'il faut anticiper. Mais Mmh. encore une fois, là, ça dépend vraiment de la personne, de ses objectifs, de ce qu'elle veut faire, de où est-ce qu'elle en est en fait. Est-ce qu'elle en est au Mmh. niveau zéro et en fait elle commence et oui, il y a tout à faire et donc il y a plein de charges possibles, ou est-ce qu'elle est déjà en activité et elle sait à peu près. Donc voilà, ça dépend de la personne. Alors, les charges dont tu viens de parler, toutes celles qu'on vient de citer, est-ce qu'elles peuvent être déductibles dans le cadre d'un statut type entreprise EURL ou SAS, par exemple? Tout à fait. Le seul cas où les charges sont pas déductibles, c'est quand on est en micro-entreprise. Vraiment, c'est le seul cas. Dans les autres cas, toutes ces charges-là, elles sont déductibles. Et elles vont se déduire donc du chiffre d'affaires pour donner soit l'impôt quand on est en entreprise individuelle
à déclarer sur son impôt sur le revenu, soit l'impôt, enfin le bénéfice dans la SARL ou la SAS, qui va permettre de déterminer le calcul de l'impôt sur les sociétés. Voilà. Donc oui, oui, dans tous les cas. Et donc, en fait, quand vous avez beaucoup de charges, c'est pour ça que peut-être la micro, c'est pas forcément non plus adapté. C'est vrai que ça peut être un peu flippant au départ de se dire, oh là là, je me lance, je crée directement une entreprise. Un statut libéral, je pense à Dulcinée, yoga du visage, hein, qui est là, qui a choisi un statut libéral avec tout ce que ça comporte. Voilà, c'est un choix qu'on peut faire. Là encore, faites-vous conseiller si besoin. Ça peut être un peu flippant. On se dit, oh là là, je m'engage sur une structure, sur des contraintes comptables, etc. Mais clairement, si vous avez beaucoup de charges, Ah, c'est et, et ou si vous voulez sécuriser et bien distinguer votre patrimoine de ce qui est de la société, réfléchissez-y sérieusement. ouais. Alors, Dulcine, tu nous dis, oui, une prévoyance, ouais, tu y penses, car une retraite à Une 900 retraite à euros, c'est 900. pas cool. Ouais, ça, c'est que tu peux prendre une retraite complémentaire et une prévoyance complémentaire, les deux, parce qu'effectivement, quand tu cotises Ouais. à l'URSSAF et aux différentes caisses obligatoires de ton activité, bah, t'es pas sûr d'avoir à la Hmm. fin de la période, enfin à la fin de ton vie professionnelle, un montant important. Donc oui, il faut y Ouais. penser. Oui, tu as raison de distinguer la retraite, hein, ce qu'on Ouais, perçoit à la retraite, ouais, dans le meilleur des cas. Sinon, la prévoyance, tout ce qui concerne les cas de maladie, ouais. invalidité, voilà, soucis de santé, pour pouvoir continuer à. Et ça, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. C'est-à-dire que moi, en tant qu'expert comptable, en tant que business coach, j'ai un réseau de gens qui font ça, qui font que ça et qui conseilleront très bien les entrepreneurs. Donc, enfin, faut pas hésiter à poser la question aux gens autour de vous, parce que, enfin, en tout cas professionnels, parce qu'on peut avoir un Hmm. pléthore de professionnels qui nous entourent et qui nous accompagnent nous aussi. Ouais, alors ça me permet d'ailleurs d'ajouter, parce que j'ai parlé, ben, j'ai une cliente qui m'a expliqué elle est proche de la retraite. Mm. Et ce qu'on ne lui avait pas expliqué, en fait, avant qu'elle s'installe et qu'elle monte son activité, c'est qu'il y avait des enjeux par rapport à la retraite, des choses auxquelles elle ne souscrit pas, etc., en tant que micro-entrepreneur. Et donc, très important, si vous êtes dans un cas particulier, quel qu'il soit, au niveau familial ou effectivement, si vous êtes proche de la retraite, renseignez-vous bien Ouais, sur ce qui est le complètement. plus adapté pour vous. Complètement. Mm. Complètement. Là, je pourrais pas, tu vois, c'est pas mon métier, mais voilà, je suis complètement en phase avec toi. C'est dommage de se retrouver au moment où on passe à la retraite et de pas savoir qu'en fait, on n'a pas ce à quoi on s'attendait. Donc, Mm. il faut poser la question. Et souvent, les gens qui font ça, qui sont spécialisés là-dedans, ils te font une étude gratuite. Donc, sincèrement, c'est Mm. dommage Ça vaut de toujours le passer coup à de se côté. renseigner. Ah, ouais, complètement. Ouais, c'est clair. Ok. Est-ce que tu aurais la possibilité de nous présenter, par exemple, deux cas? Quelqu'un qui Ouais. s'installe, qui gagne pas encore, enfin, ou très peu, et puis quelqu'un qui est déjà installé avec un revenu récurrent, pour nous donner des petits exemples Ouais. concrets. Alors, si on prend le cas d'une thérapeute, par exemple, qui commence et qui donc, son activité, on va dire, qui n'est pas principale, elle est salariée par ailleurs. C'est l'exemple, on va dire les hypothèses comme ça. Donc, elle lance son activité, elle ne sait pas encore où est-ce qu'elle va. Donc, elle va peut-être, pour l'instant, se mettre en micro-entreprise. Euh, Elle va se mettre en micro-entreprise et donc elle va commencer à développer son activité. Et donc, chaque mois, elle va faire je ne sais pas comment est facturée la partie enfin, enfin, quand on est thérapeute, mais imaginons qu'elle commence à gagner 1000 ou 2000 euros par mois. À ce moment-là, elle va déclarer cette somme à l'URSSAF dans sa déclaration trimestrielle ou mensuelle, Mhm. et il va y avoir un montant de cotisation d'à peu près 22%, à peu près, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, elle va avoir à payer 450 euros à peu près par mois euh, en fonction, imaginons qu'elle fait 2000 euros de chiffre d'affaires, elle va avoir à peu près 450 euros à Mm. payer à l'URSSAF. Et bien sûr, comme on disait, on ne déduit pas toutes les charges. Pour ça, il y a un super simulateur. Je pourrais le mettre, je sais pas si on peut le mettre en lien, enfin, après, comment on peut Ah, faire, bah, mais il y quand a, je voilà, publierai la vidéo, ouais. Mm. il y a un super simulateur qui permet de savoir, d'indiquer l'activité qu'on réalise, le chiffre d'affaires qu'on a fait au mois ou à l'année, et d'avoir le montant des cotisations qui vont être appelées. Et donc ça, en fait, quand on est en micro, notre seule et unique sortie d'argent, enfin, qui va être en dehors des frais courants, ça va être ce montant-là. D'accord? Ça va être le montant Ouais. des cotisations sociales. Maintenant, si on prend le cas de quelqu'un qui est en société et qui fait pareil, 2000, je suis partie sur 2000 ou 3000 euros de chiffre d'affaires,
On part sur le principe qu'elle est en hors taxe, d'accord? On réfléchit vraiment en hors taxe. Imaginons que la personne, donc, elle est en société et elle fait 2 000 euros de chiffre d'affaires. Elle souhaite se rémunérer, par exemple, 1 000 euros. D'accord. Elle a à peu près 200 euros de charges diverses et variées qui vont être, j'en sais rien, les frais d'assurance. Vraiment, j'ai été au plus bas, 200 Oui, oui, euros oui. Ouais. de fourniture, etc. Imaginons qu'elle est en EURL et donc du coup qu'on provisionne en fait les cotisations sociales à peu près, vu qu'elle s'est payée 1 000 euros, à peu près 500 euros. Ça veut dire que le bénéfice, en tout cas pour le mois en question, il sera des 2 000, moins 1 000, moins 500, moins les 200 euros à l'instant dont je parlais. Du coup, ça fait un solde de 300 euros. D'accord. Évidemment, on regarde sur l'année. Imaginons qu'elle fait ça et qu'on extrapole sur toute l'année. Ça veut dire qu'elle aura un bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés de 300 euros fois 12 mois. D'accord. Donc, ça fait 3 600 euros. OK. Ces 3 600 euros-là, en fait, quand on est en société commerciale, donc on est soumis à l'impôt sur les sociétés, il va y avoir un impôt donc, qui va être calculé sur ces 3 600 euros alors, en fonction du niveau de bénéfice, de 15%. Et donc, en fait, au niveau de l'impôt sur la société, la société paiera à peu près 500 euros. D'accord. Donc, ça, c'est l'impôt sur la société. Et après, au niveau de son impôt sur le revenu, vu qu'elle s'est rémunérée 1 000 euros par mois pendant un mois, elle aura de l'impôt sur le revenu à payer. D'accord, mais qu'est-ce qui est le plus intéressant a priori, alors, quand on a ce montant de revenu, 2 000 euros par exemple? Et encore une fois, ça dépend, est-ce qu'on a des frais à déduire, etc. Exactement, mais... exactement. Tout dépend des charges qu'on a. Et c'est vraiment un cas, faut voir au cas par cas, en fait. Faut pas hésiter à poser la question et au cas par cas, faire un calcul de quelles sont mes charges au réel, qu'est-ce que ça me coûterait, faire des scénarios, qu'est-ce que ça me coûterait si j'étais en micro-entreprise, qu'est-ce que ça me coûterait si j'étais au réel, quel serait mon impôt sur la société et du coup mon impôt sur mon impôt sur le revenu en conséquence. Ouais. Au-delà des besoins qu'on peut avoir soi-même, enfin là on est dans le cas de figure où là on regarde le cas où on veut vraiment optimiser fiscalement exactement, c'est ça. son entreprise. Ok. Est-ce que tu vois d'autres cas évoqués? Je regardais les messages de Dulcinée. Alors. Attends, je regarde. Par rapport à la franchise de base, quel statut est le mieux? Libéral ou auto-entrepreneur? On va mettre le lien, pas de souci. Donc, pour ce qui est de la franchise en base de TVA, en fait, ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que quand on est en micro-entreprise, par principe, on est en franchise en base. Donc, ça veut dire que tant qu'on ne dépasse pas les seuils, on n'est pas soumis à TVA. En fait, la franchise en base, elle dépend vraiment des seuils. Il y a des cas d'activité où tu vas être en franchise en base, mais sinon, c'est vraiment des seuils d'activité. Qu'est-ce que tu appelles franchise en base? Parce que moi, ça ne me parle pas. Excuse-moi. Franchise en base, c'est quand tu n'es pas soumis à TVA. Pas de TVA collectée, pas de TVA légale. Voilà, excuse-moi. Ok. Voilà, donc Dulcinée, ça dépend de ton, ça dépend de ton activité. D'ailleurs, de ton chiffre d'affaires. Elle pourrait nous en parler. Elle a malheureusement eu ce problème-là, donc voilà. Bon, malheureusement, maintenant c'est réglé. C'est parce qu'une fois qu'on on change de statut fiscal, on peut plus en revenir. Mais voilà, c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles il faut bien suivre son activité. C'est vraiment ce passage-là, il peut être douloureux, quoi. A fortiori avec un statut autre que micro-entrepreneur, parce que micro-entrepreneur, c'est simple, on suit au mois le mois ou au trimestre. Bon voilà, on y voit à peu près clair. Sur les autres, faut vraiment bien anticiper. Exactement. Par contre, il y a des avantages fiscaux à la clé, le cas échéant. Alors, il y a d'autres questions de Dulcinée. Alors, car en libéral, on n'a pas les mêmes avantages, niveau ça passe, tu vois, par le congé maternité, etc. Quand on est en libéral, il faut, à mon sens, prendre une prévoyance complémentaire pour justement compenser ce que tu n'as pas quand tu es en entreprise individuelle ou en statut de travailleur non salarié, en fait. Donc je t'invite à prendre une prévoyance complémentaire. Et alors la question de Christine, R pour les impôts, ça se passe comment? Alors là, est-ce que c'est les impôts perso dont tu parles? Est-ce que tu peux nous préciser, Christine, à quels impôts? Enfin, si tu peux repréciser ta question. Ouais. Alors Stella nous demande en URL, est-ce qu'il y a de la TVA? Oui, a priori, tu es soumis à TVA. Donc oui, il faut. Par principe, après ça dépend il y a des cas particuliers, mais par principe, oui. Quel que soit le montant de chiffre d'affaires? Ouais. Ah, ok, c'est ça. Non, mais merci. Je raccroche les wagons.
Oui, Ouais, ouais. voilà, sur ce statut-là, Alors, il y a de la TVA. impôt sur le revenu. Donc, en fait, quand tu es en micro-entreprise, pour l'impôt sur le revenu, pour la question de Christine, quand tu es en micro-entreprise, tu vas donc déclarer tous les mois ton chiffre d'affaires à l'URSSAF. Et à la fin de l'année, tu vas déclarer les sommes que tu as déclarées au niveau de l'impôt sur le revenu. Et donc, au niveau de l'impôt sur le revenu, tu vas avoir tu vas avoir un montant en fonction de ton quotient familial. Tu vas avoir un montant à payer au titre de cette activité-là. Euh, Attends, parce qu'elle dit je suis hypno et mariée, du coup, comment déclarer et comment faire? Donc, si tu es en micro-entreprise, tu as une case qui t'est dédiée dans laquelle tu vas indiquer les sommes que tu as encaissées, que tu as générées dans ton activité au cours de l'année. Ok, ça c'est un premier cas. Et du coup, effectivement, en fonction de ton quotient familial, du fait que tu es marié, si tu as des enfants, etc., le calcul se fait. Si tu es en entreprise individuelle, tout à l'heure, ce qu'on disait, c'est qu'en fait, on prend le bénéfice que tu as généré, parce qu'on a pris le chiffre d'affaires, moins toutes les charges au réel, ça te donne ton bénéfice. Et cette somme-là va être indiquée sur ton impôt sur le revenu. Et donc, du coup, c'est là aussi qu'il faut voir si c'est intéressant. Mais du coup, forcément, tu vas avoir pareil le même calcul qui va se faire par rapport à ton quotient familial. Et enfin, micro pour toi. Donc, c'est parfait. Je finis juste pour quand tu es en cas en SARL ou en SAS. À ce moment-là, ça va vraiment tu as vraiment deux choses différentes. Tu as ton entreprise sur laquelle tu as l'impôt sur les sociétés et après, tu t'es versé des sommes en tant que gérant de travailleurs non salariés de la SARL ou en tant qu'assimilé salarié dans la SAS. Et ces sommes-là, comme si tu étais salarié et que tu avais un revenu tous les mois, tu vas le déclarer sur ton impôt sur le revenu. Et après, les impôts vont faire leur petit calcul et ils vont t'appeler ton impôt. Voilà. Mais merci pour la question, Christine. Effectivement, en Ouais, fonction de la situation familiale, ça peut être intéressant aussi de faire des simulations pour voir ce qui est le plus adapté. Ouais. complètement. 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 Alors, Charlène, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les erreurs les plus courantes donc à éviter, notamment pour des personnes qui, comme nous, ont des métiers passion, hein, qui se lancent avec passion, avec Ouais. le cœur. Euh, Qu'est-ce que tu vois le plus couramment? alors, bon, déjà, je pense on l'a évoqué plein de fois, mais le sujet du dépassement de seuil, ça peut vraiment être fatal et compliqué parce que faut le suivre. Les erreurs que je vois, c'est de confondre chiffre d'affaires et salaire. Ça, c'est un sujet. Tu as beaucoup de gens. Alors, quand tu es en micro, c'est un peu flou, C'est donc c'est vrai. pas évident, mais Ouais. quand tu es en entreprise, tu penses que ce que tu gagnes, tu peux le dépenser. Bah non, en fait, parce qu'il faut penser au fait que c'est pas forcément du salaire. Donc ça, c'est un Mm. sujet. Oublier quand tu es soumis à TVA, oublier la part de TVA. Parce qu'en fait, j'ai aussi des clients et passion, pas passion, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils encaissent 120, ils dépensent 120, et ils oublient qu'en fait, ils doivent rembourser 20, enfin, payer 20 aux impôts. Donc, ça, c'est un vrai risque. Donc, faut toujours raisonner en hors taxe quand on est soumis à TVA. Quelle autre erreur fatale que je vois l'histoire de la prévoyance, malheureusement, Mm. j'en ai vu beaucoup, des cas de gens qui, ça fait 10 ans que je fais ça et qui se retrouvent en ne pouvant pas faire leur activité et disant mince, si j'avais su, j'aurais Mm. écouté Charlène. Bref. Mm. Euh, les erreurs fatales à ne pas à éviter, c'est de pas suivre sa renta. Et c'est surtout quand on est en micro. Voilà, avoir un métier passion, c'est génial. Enfin, et franchement, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde d'en vivre et c'est pas donné à tout le monde. Le truc, c'est que quand on fait un métier passion, on a tendance à oublier en fait que bon bah faut quand même, C'est une entreprise. c'est une entreprise. Et donc ça sert à rien d'avoir une activité professionnelle qui n'est pas rentable en fait, dans lequel vous allez toujours être là à mettre au pot, à mettre au pot, à mettre au pot, parce qu'au final vous perdez en énergie et vous perdez en argent. Donc suivre sa rentabilité, ça a l'air bête comme ça. On se dit qu'on sait, mais en fait, il y a plein de coûts qu'on oublie, plein de charges qu'on oublie qu'il faut suivre en fait. Donc vraiment suivre la Mm. rentabilité, voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on gagne réellement. Mm. C'est ce qui va différencier finalement le loisir du vrai entrepreneuriat, hein. C'est-à-dire que de suivre ces indicateurs-là, d'anticiper, de gérer. Après, évidemment, je dirais, entre guillemets, en tant que coach pour thérapeute, je sais que ça ne suffit pas toujours, hein, d'anticiper, de faire des budgets prévisionnels, mais ça, c'est un pan pour vous aider. Après, s'il y a des blocages, parce que vous pouvez faire des projections financières, mais ça bloque, ça peut être des blocages liés à vous-même.
et ça vient vous faire travailler sur des choses qui vous concernent vous-même. C'est là que le coaching va plutôt intervenir. Pas le coaching business, mais le coaching d'alignement. Enfin, moi, c'est ma spécialité, hein, l'alignement. Parce que, voilà, c'est un mix des deux. C'est-à-dire qu'il y a du réalisme à mettre avec le cœur et tout ce qu'on va vivre personnellement. Mais ça peut pas être que l'un ou que l'autre dans les métiers qu'on fait. Il faut vraiment avoir les deux. Et c'est une des difficultés, hein, on me le disait encore hier, la difficulté pour moi, c'est à la fois d'allier le rôle de thérapeute, le rôle d'entrepreneur, le rôle de secrétaire. Hein, surtout quand on a un agenda qui se remplit de plus en plus, eh ben on se retrouve à être débordé. Donc il y a plein de choses en fait. Ça vient nous chercher sur plein de terrains, ça vient nous permettre de grandir sur plein d'aspects qu'on n'avait pas forcément anticipés. Complètement. Ouais. Complètement. Quand on est entrepreneur, en fait, il y a les aspects opérationnels où on fait notre activité, on le fait avec passion, et quelle que soit l'activité qu'on fait, il faut le faire avec passion parce que sinon voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut garder un temps, et ça c'est vraiment un conseil que je donne moi à mes clients, c'est garder un temps pour son entreprise en fait, pour soi. Quand je dis pour soi, c'est avoir ce qu'on appelle le mot à la mode, là, le CNO Day, c'est-à-dire un moment où, alors pas forcément une journée entière, mais un moment où on fait sa facturation, où on suit ses éléments clés, parce que en fait, je suis d'accord avec toi que par moment tu peux avoir ça et ça ne marche toujours pas ou t'es pas là où tu voudrais, mais si déjà tu as ça comme base, si déjà tu as des bons automatismes, si déjà tu te dis ok, aujourd'hui je vais vérifier que ma trésor elle est ok et que dans le mois à venir en fait je vais pouvoir acheter tout ce que je dois acheter pour faire mon activité, bah, c'est déjà un pas quoi en fait, c'est déjà un pas. Donc il faut se forcer, malheureusement, et bien souvent c'est le cas, se forcer à aimer ça et à se forcer à se mettre un coup de pied aux fesses, quoi, clairement. C'est clairement ça. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a quand même une discipline à avoir, en fait. On n'aime pas trop la contrainte en général, hein, surtout dans nos métiers. Si on a choisi ça, surtout en reconversion, c'est qu'on ne veut plus de contraintes, ou très peu. Donc, se dire, c'est une forme de discipline saine, c'est-à-dire que je me donne les moyens de réussir dans mon activité. Exactement. Je me donne les moyens aussi d'être heureuse dans mon activité, parce que si je suis toujours dans la difficulté, si je suis dans la contraction intérieure, financière, etc., ben, je ne suis pas épanouie. Donc, c'est se donner toutes les chances de réussir et d'être épanouie. Et puis aussi de se challenger, parce que mine de rien, d'avoir de la clarté sur les aspects financiers, ça permet aussi de se booster, de se dire bah là, par contre, là, ça va être un peu juste, et ça met un coup de pied aux fesses, et ça permet aussi de se dépasser dans son métier. Exactement, c'est exactement ça. Moi, c'est ce que je dis hein, quand les gens me disent ah, mais j'ai envie de faire du budget, ça sert à rien. Je dis ouais, mais au moins, tu te fixes un objectif de chiffre d'affaires. Et si tu arrives en fait à le dépasser, bah, à minima, tu seras hyper contente d'avoir fait ce pas-là. Donc, et en plus, tu pourras penser à l'après, développer l'après. Donc ça c'est sûr. S'il y a un conseil aussi que je peux donner, parce que des gens qui ont la phobie administrative, j'en ai vu et j'en vois encore. Et on le dira jamais assez, mais il faut pas faire l'autruche en fait. Faire l'autruche, c'est pire que tout. C'est-à-dire qu'il vaut mieux confronter le problème et se dire, je vais faire appel à quelqu'un, je vais payer une prestation s'il faut, ou demander un conseil, ou essayer de me documenter, mais ne pas faire l'autruche. Parce que souvent, quand on laisse les trucs sous le tapis, ça nous ressort en boomerang encore plus lourd et encore plus difficile. Donc, ne pas faire l'autruche, c'est vraiment, c'est un conseil entre guillemets bête, mais c'est essentiel en fait. Vraiment, c'est essentiel. C'est ça. Sinon, ça boisit. Effectivement, comme tu dis, ça ressort à un moment donné et ça fait mal. Ça fait mal. C'est du bon sens. Alors justement, tu vois, quand on s'installe ou quand on est en activité, on n'a pas forcément prévu d'investir dans un comptable ou un conseil. Est-ce que tu peux nous dire aux personnes qui sont là, combien ça coûte d'avoir un rendez-vous conseil et ou un suivi avec un comptable, toi, pour exemple, mais est-ce que tu peux nous donner un peu de visibilité là-dessus? Alors, ouais, bien sûr. En fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais un métier qui est super normé, qui est très à l'ancienne. Malheureusement, il y a beaucoup de gens à l'ancienne qui font pas de consultation, etc. Moi, j'ai créé mon compte J'aime la compta parce que autour de moi, les gens me disaient non mais la compta qu'elle plaît, c'est horrible, j'en peux plus, je trouve pas d'informations, etc. Donc j'essaye par le biais de mon compte de rendre un peu ludique certains sujets. Et tu y arrives bien. Mais en tout cas, j'essaye.
L'idée, c'est que, en tout cas sur ma page, j'ai créé un système d'appel découverte qui me permet de faire des calls avec des gens qui se posent des questions et de voir si, en une fraction de seconde, en tout cas pour moi, je peux les débloquer sur des situations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle moi des appels découvertes. Après, si il s'avère que la personne a une situation très compliquée et un peu plus compliquée, je fais des systèmes de consultation vraiment, on va dire, ponctuels. Euh, alors, forcément, c'est du temps que je facture parce que moi, c'est mon travail en fait. Bien Donc sûr. mes honoraires, quand je fais une consultation comme ça, je suis en fonction de la complexité et du temps qu'on va passer, entre 120 et 150 euros hors taxe de l'heure. Ok. D'accord. Euh, Maintenant, si c'est une personne qui crée une structure, merci Lucie, c'est quelqu'un qui crée une structure, ce que je fais, c'est que je dis, voilà, si on fait une consultation, si cette consultation-là te permet de te débloquer et après, ben, en fait, que tu crées ta structure et que tu as besoin d'un comptable et que tu fais appel à moi, je déduis, tu vois, j'ai des systèmes où je déduis cette somme-là pour essayer Mm. d'aider les gens. Et après, voilà, enfin, je fais aussi des coachings parce que là aussi, je sors un peu des sentiers battus de ce que font les autres experts comptables. Je fais des coachings Mhm. où j'accompagne les gens, les micro-entrepreneurs dans le développement de leur business, dans la mise en place de leur business, dans tous ces automatismes qu'ils peuvent avoir. Et là, voilà, c'est des forfaits que je fais et j'accompagne les entrepreneurs sur du long terme. Et après, j'ai Mm. aussi une session d'expertise comptable où là, bah, pour le coup, c'est du récurrent et ça dépend du volume d'activité et de la technicité. Voilà. Donc, tu peux aider en conseil, tu peux aider à créer les Je peux statuts. aider peux aider ponctuellement, je peux aider à créer la structure, je peux aider à, si la structure est existante, faire du conseil ponctuel et voir un peu. Enfin voilà, j'ai un panel très large et qui s'adapte Mm. vraiment aux besoins de la personne. Ok, top. Voilà, Super. Donc, on peut te retrouver sur ton compte J'aime la compta. Hein, moi, j'adore. Alors, tout à fait. merci Dulcinée, puisque c'est grâce à Dulcinée que tu as bien dépatouillé, hein, puisque justement, elle a eu des complications elle, au niveau comptable et tu as réussi à lui débrouiller tout ça. Donc, merci Dulcinée au passage. Euh, c'est vrai que moi, j'ai accompagné Dulcinée aussi, donc tu vois, on a ça en commun. M'a dit la même chose, elle m'a dit que c'était super. C'est vrai. Et donc, on peut te retrouver, donc, te suivre sur Instagram, j'ai la compta. On te retrouve aussi sur LinkedIn. Ouais, tout à fait. Je ne sais Alors, pas si tu as un compte fait. c'est beaucoup plus carré, normé et ça répond aux normes de De LinkedIn, LinkedIn. mais c'est à mon nom d'Armand Charlène. Voilà, vous pourrez me retrouver là-dessus. Est-ce que tu as un compte Facebook aussi? J'ai un compte Facebook, j'aime la compta, que Bon, bah j'utilise pas voilà. trop. Non, mais l'essentiel, c'est qu'on. Ok, donc vaut mieux te suivre sur Insta, c'est là que tu es la plus active. Me retrouver et puis si besoin, voilà, je peux transmettre mon adresse mail et voilà, on peut échanger sans problème. Hmm. Ouais, et je remercie beaucoup Charlène. Je rebondis sur ce que tu dis du ciné. Oui, on a besoin d'être aidé. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a parfois du mal à admettre. On focalise tellement sur le fait de se former pour faire son métier passion, se former à ce métier, qu'en fait, on oublie que derrière, il y a plein de choses et qu'il y a encore des challenges et qu'on a besoin d'être formé, aidé, accompagné sur ces aspects-là, sauf à ce que naturellement ce soit simple. Ça fait partie du chemin. Donc, c'est vraiment important de s'autoriser à le faire, déjà d'admettre qu'on a besoin et d'oser investir. Parfois, bah, tu vois, ce que tu précisais pour une séance de conseil, c'est tout à fait raisonnable. Si ça permet de poser de la clarté et de repartir sur des bonnes bases, c'est Et quand de même. faire gagner peut-être 3 heures de travail, de recherche qui n'aboutiront à rien. Si en 1 heure, j'arrive à débloquer la personne, déjà, moi, je suis contente parce que c'est mon métier passion, entre guillemets. Je suis contente d'avoir aidé la personne. Et en plus, quel gain de temps, quoi. Quel gain de Ouais, temps et d'énergie. bah, c'est ça. Vraiment. En fait, c'est ça. Et c'est pour ça aussi, hein, moi, c'est ce que je fais en coaching aussi, c'est que on va vraiment au cœur du problème. Et vous êtes là où vous en êtes. Et là où est votre problème. Moi, je sais que personnellement, si j'ai des problématiques complexes que je ne comprends pas, si je cherche sur Internet, je vais trouver de l'information. Ça va peut-être m'embrouiller plus qu'autre chose. Je vais pas trouver du conseil et de la solution. Exactement. C'est la grande différence. Exactement. On a tout abordé, Charlène, ou tu as des choses à ajouter? Pour moi, on a tout abordé. Tu as même C'est parlé top. de suivre mon compte Insta, donc c'est magnifique. Bah ça, tu sais, c'est fait tout seul. Et je vous Euh, invite aussi à suivre le compte d'Amélie parce que vraiment, il est bien je trouve que ça, tu vois, je sais pas, ça donne une certaine sérénité. Je pense que c'est aussi l'objectif. ouais. Alors, c'est vrai que je suis peu active, mais je vais surtout faire des lives et des échanges.
Mais ce que Moi, tu j'ai aussi un fais, ce que site tu fais donne web. de la sérénité, vraiment. Ouais, ah bah tant mieux. Écoute, c'est le but, hein. Moi, c'est vraiment que les personnes soient, comme je dis, alignées, c'est-à-dire en cohérence avec leurs besoins, ce qui est important pour elles, et aussi qu'elles réussissent. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on s'est dit qu'on était complémentaires dans cet échange, Tout à fait. chacune avec sa casquette, parce que ça nous tient vraiment à cœur de vous accompagner, de vous permettre d'être épanouie et en réussite dans votre métier. Voilà, merci beaucoup Charlène, merci Merci à toi. à toutes celles et ceux qui ont été présents, merci à Dulcinée. Merci à Stella aussi qui a posé des questions. On vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à poser d'autres questions sous la vidéo ou à contacter Charlène en direct si vous souhaitez pour prendre rendez-vous avec elle. Avec plaisir. Merci à tous. Merci. Bye bye.